Bonjour à toutes et à tous, me revoilà ici sur YouTube. En effet, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de petites vidéos. Bien qu'on soit d'accord, j'en ai jamais fait des masses. Mais voilà, je voulais revenir un petit peu par ici. Et c'est l'occasion aussi pour moi donc, de vous donner des nouvelles et également de me servir de YouTube pour faire une réponse sur les questions qui reviennent assez fréquemment. Donc, me concernant, eh bien écoutez, tout va bien. J'arrive à 2 ans et demi maintenant post-opératoire après mon bypass. Voilà, tout comme les vidéos précédentes, je ne vais pas épiloguer 1 heure là-dessus, mais je veux dire, voilà, tout suit son cours, tout se passe bien pour moi, toujours en mode chrononutrition, ça, rien n'a changé. La perte de poids s'est quand même stabilisée. Aujourd'hui, on est sur une perte de poids donc, de 97 kg. Puisque je fais 81, 82, 83 kg, 80 kg. Voilà, on est un petit peu entre 80 et 83 kg. Il y a quand même eu un petit peu de nouveauté puisque après cette perte de poids, j'ai déjà eu recours à 2 chirurgies esthétiques plastiques dites réparatrices, notamment la poitrine où j'ai fait une réduction mammaire. Où je suis passée d'un bonnet H à un bonnet C. On m'a retiré plus de 2 kg au niveau de la poitrine, excès principalement de glandes, mais également de peau. Et j'ai également fait, là c'est plutôt récent, au mois d'avril, début avril, j'ai fait toute la chirurgie réparatrice au niveau donc, de mon ventre et de mes fesses, ce que l'on appelle un body lift. Où là, ben voilà, on a retiré toute la couenne de ce qui pendait. En tout, donc on a une cicatrice, donc contrairement à une abdominoplastie, j'ai une cicatrice qui fait circulaire en fait à 360, comme si on m'avait coupé en deux. Et également en fait une cicatrice, on a dû faire, vu les dégâts et vu un diastasis, on a dû me faire également une cicatrice donc, qui part de mon pubis jusqu'à mon entresein. Donc voilà, j'ai une cicatrice en fleur de lys ou en T, on appelle ça. Où là on m'a retiré 4,4 kg de peau et seulement 300 ml de gras lors d'une lipo, puisque quand il y a besoin on fait des petites lipos pour en tout cas que le résultat soit homogène, sans un mât de gras, enfin voilà, ça reste quand même esthétique. Donc tout avance pour moi dans le bon sens, chrono toujours à fond, ça il n'y a aucun souci, totalement adapté à mon bypass, donc ça veut dire qu'il y a des petites modifications sur mon programme, puisque moi je dois faire 3 repas, 3 collations, pas de carence, il y en a une qui est arrivée mais c'était de mon fait en fait, c'est-à-dire que j'ai pas bien pris mes vitamines, donc très vite, très rapidement ça a créé une carence que l'on a tout de suite surrectifié. Un suivi médical quand même beaucoup moins présent, mais parce que voilà, j'ai plus besoin, mais qui est quand même là. On est plutôt sur une fréquence de tous les 6 mois, contrairement à tous les mois ou même tous les 15 jours comme au tout début du parcours. Donc voilà pour les petites nouvelles, ça fait les petites nouvelles qui ont déjà duré 5 minutes sur la vidéo, mais bon, je voulais vous juste parce que je sais que des personnes ne sont pas sur les réseaux sur lesquels je publie, n'aiment pas Instagram ni Facebook, préfèrent du YouTube. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder, mais à faire, je trouve que ça prend du temps et du temps que j'ai pas forcément, dont j'ai pas forcément. Mais voilà, là j'avais envie et notamment, comme je l'ai dit, pour utiliser cette plateforme, pardon, pour répondre justement aux questions qui me sont tout le temps posées et qui, alors c'est normal, il y a des personnes qui me suivent depuis le début, d'autres qui viennent d'arriver. Ou alors on se souvient plus, ou alors on se questionne pas sur le sujet au moment où j'en parle, ce qui est tout à fait normal. On n'est pas scotché sur son téléphone H24 et on n'est pas scotché
ma vie, voilà, les gens ne le suivent pas, je suis pas une télé, une caméra qu'on a mis et on a d'autres personnes à suivre, enfin, il y a aucun problème là-dessus. Cette vidéo, c'est vraiment pour moi rediriger les personnes dessus quand elles veulent une réponse et que forcément, moi, je mets un petit peu de temps à répondre et ça crée de la frustration. Je veux pas que les gens se sentent frustrés, que je ne réponde pas ou qu'ils aient l'impression que je prends pas le temps de répondre. Je le fais au maximum et du coup, je pourrais rediriger vers cette vidéo qui sera en plus une réponse beaucoup plus complète parce que des fois quand je réponds, j'ai pas le temps d'être beaucoup dans le détail. Au moins du coup les personnes auront en tout cas cette orientation vers la vidéo. Donc je pensais que c'était sympa que je prenne les 5 questions les plus fréquemment posées. Donc la plus grande qui m'est toujours posée, c'est qu'est-ce que c'est la chrononutrition? Cette question, elle émane en fait de personnes soit qui ont bientôt ont recours à une chirurgie bariatrique, que ça soit sleeve bypass, peu importe la technique, et qui sont assez choquées, s'interpellent beaucoup sur le fait que je mange du fromage et du chocolat et du gras et que j'ai réussi à perdre autant de poids et que ma silhouette soit telle qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on se rapproche très fortement de la silhouette Galilée, celle que le docteur Delabo vise. J'y suis pas très loin. C'est pas parce que le docteur Delabo la vise que je veux la viser aussi, mais c'est parce qu'elle représente pour moi mon attente. Alors la vidéo va pas être coupée, je vais l'envoyer comme ça parce que ça fait partie de ma touche à moi de rester authentique et peu importe. Je suis désolée pour les mais voilà. Je reste la même, toujours sur cette même position. Donc voilà, les personnes se questionnent beaucoup et puis il y a toutes ces autres personnes qui n'ont pas recours à une chirurgie bariatrique et qui ne comprennent pas que mon alimentation soit à contre-courant un peu de ce qu'on peut entendre et voir. C'était déjà à l'époque en 2013, en 2015, en 2020 et toujours en 2022. On voit bien que le monde de l'alimentation, de la nutrition ne change pas par rapport au discours et aux sirènes du tout diététique, du tout allégé, ça ne change pas malheureusement. Donc qu'est-ce que la chrononutrition? Alors la chrononutrition, pour moi, c'est un mode de vie, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Si vous espérez l'utiliser seulement pour perdre quelques kilos comme un coup de boost et après rebasculer sur une autre alimentation, une alimentation on va dire dite normale, ça ne sert à rien. J'insiste, ça ne sert à rien parce que vous allez reprendre ce poids. La chrononutrition, c'est un mode de vie, c'est une façon de s'alimenter. J'ai même envie de dire, c'est une façon aussi de consommer, d'acheter ces aliments, de faire le choix de tel ou tel aliment. C'est vraiment comme ça. Alors après, on y croit, on n'y croit pas. En effet, aujourd'hui, alors les mots, on dit que les régimes ne servent plus à rien. Ça tombe bien, la chrononutrition n'est pas un régime. C'est vraiment une méthode santé. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi de mes croyances, c'est que le corps a un mode de fonctionnement qui est basé sur une horloge interne. On se lève, il y a des pics d'activité, il y a aussi des pics d'hormones, il se passe des choses le matin quand vous vous réveillez, il se passe des choses 1 heure après votre lever, il se passe des choses le midi, il se passe des choses 6 heures après avoir vous êtes réveillé. Enfin voilà, le corps il est comme ça, ça c'est en dehors de la chrono-alimentation, c'est de se renseigner sur la chronobiologie humaine. Et la chrononutrition, du coup, se base sur ces rythmes, en fait. On a un cycle, on se lève, on se couche, il se passe des choses et que concrètement, la chronobiologie alimentaire dit qu'il faut manger tel aliment, plutôt tel aliment à tel moment, parce qu'il y a une sécrétion d'enzymes, d'hormones. Alors, ça va bien loin de ce qu'on peut entendre sur qu'un morceau de fromage, il est mangé le soir ou le matin, la calorie sera là.
Oui, c'est vrai, la calorie, parce que si on ne vise sa nutrition que par le comptage de calories, en effet. Moi, j'ai cette optique, comme je viens de vous l'expliquer, qu'il se passe des choses à des moments précis dans le corps. Et c'est pour ça que je vais manger certains aliments à certains moments et pas à d'autres. C'est juste que le corps va sécréter telle enzyme, donc du coup, je vais lui donner la bonne chose au bon moment. Et alors, ça demande de respecter son rythme. Clairement, le matin, donc la chrononutrition dit qu'il faut manger un petit déjeuner gras. Et donc là, on donne le max de gras parce que c'est à ce moment-là que le corps en a besoin. Et donc là, vous voyez, pour ceux qui voient sur mon compte Instagram ou ma page Facebook, que je mange du fromage, du pain et de l'huile d'olive. Et des fois, je dose encore un peu plus en mettant de la charcuterie ou des œufs. Voilà ce que je mange le matin. Je ne vais pas revenir sur les quantités puisque je ne suis pas coach en chrono. J'ai aussi un bypass, donc forcément c'est adapté moi à mon petit estomac. Et des fois un estomac qui est un peu plus capricieux parce que clairement, mon estomac des fois il ne peut pas. Comme toute personne normale, des fois il y a des matins on a plus ou moins faim, mais avec un bypass c'est encore plus complexe. Donc je ne vais pas parler de quantité, mes quantités parce que ça ne servirait strictement à rien. Honnêtement. Le but, c'est de manger à sa faim. Peu importe que vous mangez 60 ou 200 grammes de fromage le matin, peu importe, le principe, c'est de manger, d'apporter le fromage le matin. Ensuite, on dit qu'il faut le déjeuner apporter un repas dense, principalement de la viande rouge. Donc voilà, c'est pour ça que le midi, je mange de la viande rouge et des féculents. Donc là, alors il est plutôt avec les féculents, peut-être même se diriger plutôt vers les légumineuses qui ont du coup, de façon nutrition, sont encore mieux que les féculents. Donc là, le midi, je mange donc de la viande rouge et donc des féculents ou des légumineuses. Donc ça peut être une bonne bavette avec des frites, ça peut être et avec même de la sauce au poivre par exemple, ça peut être tout simplement un steak haché purée, voilà. Donc encore pour les gens, du gras le matin, on a aussi ce que vous jugez du gras parce que les frites c'est gras le midi, mais c'est ok parce que c'est le bon moment encore une fois. Il faut voilà, et c'est le but, c'est l'enzyme va être sécrétée, et du coup, ce que je vais manger, mon corps en a besoin, et hop, et du coup, c'est ce qui évite que je stocke et que je grossisse. Ensuite, il y a donc le goûter, donc pareil, on casse un peu le mythe sur le goûter. Le goûter n'est pas réservé qu'aux enfants. On a besoin de goûter puisque forcément, après sa journée de travail et tout, on a besoin également de ce petit coup de boost pour tenir la journée et ne pas se jeter le soir. Parce que soit on fait tout ça, c'est que en fait, la journée, on n'a pas eu le temps de manger et donc du coup, le soir, c'est là qu'on se met à manger beaucoup, alors que c'est le moment où on a le moins besoin de manger, parce que les hormones, la sécrétion, il ne se passe plus grand-chose. Donc ça, c'est encore une réalité sur le corps. Les gens vont dire, ben non, il ne faut pas manger moins le soir, arrêter de bannir les féculents le soir. En tout cas, c'est parce que la chronobiologie humaine, en fait, on ne respecte pas cette horloge si on fait ça. Ça ne fait pas des autres des diables et des gens à lapider sur la place publique, hein, mais c'est que le fait de faire ça, vous ne respectez pas votre horloge. Donc moi je mange, donc au goûter, c'est au moment de manger du sucré et du gras végétal. Donc c'est pour ça que vient moi le chocolat et les fruits. Et même des fruits, des fois il y a des petits bonbons. Donc forcément, tout ça, wow, ça fait beaucoup d'opercutes pour les personnes qui ont une chirurgie bariatrique parce qu'on a l'impression que je mange tout ce qu'il ne faudrait pas manger. Et pourtant les résultats sont là. Et le soir, donc quand on est opéré, on est obligé de prendre tous les repas. C'est pour ça que la chrononutrition est adaptée à mon bypass. Et donc là, je mange de la viande blanche, du poisson et les légumes. Donc
Par exemple, ça va être une tomate avec du thon, ça va être du poisson avec de la ratatouille, enfin voilà, des choses. Alors souvent le dîner, on vient pas trop me chahuter là-dessus parce que on a du poisson et des légumes, ce que tout le monde pense devoir manger tout le temps pour maigrir. Donc voilà, donc quand on voit tout ce que je mange, forcément la chrononutrition vous interpelle. C'est vraiment un programme en fait, dans le sens où c'est quelque chose qui me semble cohérent en tout cas, parce que c'est cohérent avec mon fonctionnement du corps, ça répond à quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. C'est d'ailleurs aussi lors de mon parcours préopératoire au bypass, lors des ateliers d'éducation thérapeutique, on prend le temps de comprendre comment fonctionne le corps avant et après un bypass. C'est pour ça que c'est validé, ce protocole est validé par l'équipe médicale qui me suit. Ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Donc voilà pour ce qui est la chrono. C'est de manger le bon aliment. Donc quand je dis, on mange le fromage le matin mais pas le soir. On mange de la viande rouge le midi mais pas le soir. On mange des légumes le soir mais pas le midi, parce que le midi on a vraiment besoin de quelque chose de dense et que forcément si on mange des légumes, ça va être trop léger et qu'on risque du coup de se jeter sur son goûter et du coup de manger trop de sucre par exemple, ou au lieu de dépasser son carré de chocolat, on risque d'en prendre un petit carré de plus. Donc voilà. Là pour ce que c'est, après, aujourd'hui on a internet, c'est une source en fait d'informations plus ou moins fiable, mais quand même. Le but aussi c'est vous avez le droit de vous questionner, de me questionner sur cette méthode, mais aussi de faire vos propres recherches, comme moi j'ai pu le faire, de lire des choses, parce que je l'ai déjà dit, je le redis, la connaissance c'est aussi du pouvoir, et qu'on a le droit de se questionner et de ne pas être d'accord, mais il faut déjà se questionner et comprendre sur quoi se basent les choses, et non voir ça comme un régime où j'ai perdu du poids, alors que normalement le fromage c'est hyper gras, il faut bannir cela de son alimentation, ce qui est totalement faux et qui est une idée reçue qu'aujourd'hui est encore très présente. Mais non, le fromage ça ne fait pas grossir en soi, le chocolat non plus. À un moment donné, il y a juste une histoire de moment et aussi de quantité, c'est-à-dire que moi avec mon mot bypassé, j'en mange pas non plus énormément, mais même avant, en 2013, quand j'avais un estomac classique où je tapais plus de 100 grammes de fromage le matin, j'avais réussi à perdre 37 kilos. Ça répond aussi aux personnes qui me disent « Bah non, la chrono, en fait, ça marche pas. Ça marche parce que tu as un bypass. » Pas du tout. Voilà, mon parcours montre que c'est en aucun cas lié au bypass, qui certes va réduire les quantités, et qui en plus me détourne un peu de la chrono, parce que je n'ai pas parlé là, mais moi du coup je dois rajouter des collations en plus, parce que je mange très très peu, donc finalement là je me retrouverai dans un état de santé pas top. Parce que comme je l'ai dit, la chrono c'est bien une façon de s'alimenter pour sa santé, parce qu'on respecte son horloge interne, tout simplement. Donc voilà pour ma première réponse sur ce qu'est la chrono. Alors quand on le dit, ça paraît toujours vague, mais je ne vais pas vous faire un cours sur les enzymes, sur ce qui s'y passe. Je ne vais pas vous faire un cours sur les protéines, rentrant dans les détails des acides aminés, comment ça fonctionne. Ça serait beaucoup trop long, je risquerais même de vous dire des bêtises. Voilà. Il faut se renseigner, et puis si vraiment vous êtes un peu perdu, il y a forcément les coachs en chrononutrition, ce que je ne suis pas. Donc voilà, le but c'est d'aller vers des personnes, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider en tout cas là-dessus, et si ce n'est vous-même, en faisant vos propres recherches. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question qui revient souvent, elle concerne du coup sur le coût. Combien ça m'a coûté ce bypass, et également combien m'a coûté les chirurgies réparatrices. Donc sur le bypass, j'ai été opérée à l'hôpital Paris-Bichat. Donc c'est un hôpital public. La chirurgienne qui m'a opérée est médecin et non professeur. Et donc du coup, l'opération a été intégralement prise en charge par la sécurité sociale.
elle ne m'a rien coûté puisque le médecin en CHU ne pratique pas de dépassement d'honoraires, ce qui peut arriver des fois si la personne, le chirurgien à l'hôpital par exemple est professeur, là vous pouvez avoir des dépassements, ça existe, mais là, donc moi, le bypass ne m'a rien coûté. Ensuite, les chirurgies réparatrices, ma réduction mammaire donc, a été prise en charge dans le sens où, vu que c'est une réduction mammaire, on m'a retiré plus de 300 grammes par sein, je vous l'ai dit, on m'a retiré plus de 2 kilos. Et donc la sécurité sociale juge cette réparation comme nécessaire pour mon état de santé. Clairement, la Sécu s'en moque de l'esthétique, des seins qui tombent, des doux, voilà. S'il n'y a pas de réduction, voilà, donc 300 grammes, c'est au moins un bonnet. Moi, c'était le cas. Hein. D'ailleurs, pour faire tout ça, en fait, j'ai fait une radio pour voir un petit peu de quoi était composée ma poitrine, si c'était que de la peau, parce qu'il faut savoir que si c'est que de la peau, pour avoir les 300 grammes, ça peut être très, très compliqué. Par contre, si c'est de la glande mammaire, là, la glande, c'est une glande, ça pèse un peu plus lourd, ce qui a été mon cas. Il y avait un peu de peau, mais principalement de la glande. Et donc, en fait, finalement, cette réduction, elle est prise en charge par la Sécu, puisqu'on est sur un problème dit d'endocrinologie, pardon. Et donc, à un moment donné, la Sécu reconnaît qu'il faut faire quelque chose parce que cette poitrine trop imposante, trop lourde, crée des douleurs, un poids qui n'est pas supportable, qui n'est pas acceptable pour son squelette, en dehors de toute esthétique possible. Donc, toutefois, la sécurité sociale a pris en charge, sauf que donc moi j'ai recours à ma réduction via un chirurgien dans le privé. Donc, on me demande à chaque fois son nom, il s'agit du docteur Kyriac. Donc qui consulte donc sur Reims, enfin, sur Besanne exactement. Donc c'est pas à l'intérieur de la clinique de Besanne, c'est dans le cabinet qui est juste à côté. Mais il opère à la clinique Courlancy, puisque le service d'esthétique est resté à Courlancy. Alors pour ceux là, qui ne connaissent pas, c'est qu'on avait plusieurs cliniques, elles se sont toutes regroupées en une, qui est une des plus grosses cliniques aujourd'hui, sauf que certains services sont encore restés dans les cliniques qui étaient déjà présentes, dont l'esthétique. Cette opération, donc ce chirurgien dans le privé m'a demandé des dépassements d'honoraires, donc la sécurité sociale a pris un 100%, la base de remboursement concrètement pour la sécu, cet acte coûte tant, donc elle va rembourser à 100%. Par contre, le chirurgien lui m'a demandé du dépassement d'honoraires que lui du coup estime que par sa capacité, son expertise, son savoir-faire, voilà, il m'a demandé tant pour m'opérer. Donc on était à plus de 1200 euros, plus 350 euros aussi sur l'anesthésiste. À cela, il a fallu rajouter la brassière en fait de contention, donc qui m'a coûté 75 euros, qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, qui n'a pas non plus été pris en charge par la mutuelle, puisque dans mon contrat, je n'avais pas la pharmacie prescrite non remboursée par la Sécu. Mais des mutuelles peuvent des fois prendre en charge ça. Il faut juste demander à votre mutuelle ou lire votre contrat, ce qui est possible. Donc voilà pour les prix sur ma réduction mammaire. En sachant qu'il faut forcément y ajouter les 2 consultations préopératoires qui étaient à 65 euros, qui sont remboursées sur une base de 25 euros de la Sécu, donc il y a un dépassement, encore une fois. L'anesthésiste, c'est aussi la même chose, donc même prix pour la consultation, mais qui est sur une base de 25 euros, donc il y a encore du dépassement. Donc à voir si votre contrat mutuel rembourse ou pas les dépassements, donc ça fait toujours des frais. Et puis également, il y a des consultations donc les consultations de pansement sont compris dans le prix, on va dire, SAV de la réduction. Ça, c'est OK. Par contre, quand je reconsulte pour du suivi, on me redemande de payer en fait les 65 euros, en sachant qu'il y a des consultations à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Donc ça fait toujours des sommes. Moi, j'en parle assez librement parce que j'estime que quand on veut se renseigner, si on s'attend à avoir un dépassement de 200 euros et qu'on se retrouve avec 1002, c'est pas la même somme.
Et ça évite déjà de dépenser 65 € et d'être déçu concrètement, de se dire non, moi financièrement je ne peux pas. Au moins on se dit que voilà, aujourd'hui j'ai que 200 € de côté, clairement je sais que c'est un peu foutu, ou alors il va falloir plutôt que je me dirige vers l'hôpital public. Pour le body lift, j'ai eu un body lift donc en mois d'avril qui a été fait au CHU donc de Reims Maison Blanche par le docteur Ramon Alexia. Donc là, hôpital public, le docteur Ramon est médecin et non professeur. Et donc là, la sécurité sociale a reconnu cette opération comme dite réparatrice, puisque j'avais un tel excès de peau qui recouvrait totalement mon pubis, que les séquelles étaient apparentes rien que sur la photo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 4,4 kg de peau, ça se voit. Il n'y avait pas besoin que j'aille vers le médecin conseil. Les photos ont suffi, la perte de poids a suffi. Donc voilà, donc je n'ai rien payé pour ce body lift. Après, si ce n'est les chambres particulières, les télés, tout ça, enfin ça, après ça reste, on va dire, du service hôtelier, du supplément que vous prenez ou pas, que votre mutuelle peut rembourser. Les chambres seules, moi par exemple ça a été le cas. Par exemple, une chambre seule à la clinique c'est 90 €, une chambre seule à l'hôpital, alors je crois que c'est 55 ou 65, je sais plus, enfin une cinquantaine d'euros. Donc pareil, hein, c'est toujours aussi à prendre en compte, parce que si vous restez 3 nuits, ça fait encore une petite somme. Pour ce body lift, donc il faut une gaine de contention. Donc moi j'ai pu en fait avoir la gaine Bodinov. C'est la même gaine que j'ai depuis ma perte de poids de bypass, donc on a renouvelé. Et puis en fait mon body lift est arrivé quasiment en même temps où là ma gaine devenait trop grande et je pouvais encore la renouveler puisque j'avais perdu les 10 cm. C'est-à-dire qu'un renouvellement, dès que vous perdez 10 cm, vous avez le droit à un renouvellement, il faut juste une ordonnance et tout. Et donc j'ai contacté la personne de Bodinov qui est donc sur Reims, qui fait le secteur de Reims, pour savoir s'il était possible. Et donc sur le renouvellement de la gaine on était bon, et je lui ai exprimé comme quoi j'allais avoir un body lift très récemment, et est-ce que la gaine était bien pour ça, adaptée. Ma chirurgienne m'avait dit que oui. Et est-ce qu'elle pouvait faire en sorte de me faire une gaine, en tout cas que cette gaine, ce renouvellement me servait également pour le body lift. Elle m'a dit que oui, donc on avait adapté, on a très très fortement réduit les mesures, puisque les gaines body lift sont sur mesure. Donc voilà, donc finalement je n'ai pas dû payer la gaine, puisque du coup elle est passée en renouvellement de gaine bypass. Donc voilà un petit peu, puis en sachant qu'on a le droit à 2 gaines à chaque renouvellement, ce qui permet de faire le roulement. Je ne l'ai pas dit pour la brassière, mais vraiment si vous pouvez vous en acheter 2, c'est mieux, parce qu'en termes de lavage, la gaine, peu importe la brassière ou la gaine, il faut la porter tout le temps. Et donc forcément, il faut la laver à un moment donné. Donc le mieux c'est d'en avoir 2, ça sèche très rapidement, mais pas en 1 heure non plus, hein. Il faut quand même laisser quelques heures pour que ça sèche, en sachant qu'il ne faut pas le mettre sur le radiateur, sur sèche-linge, pour pas altérer l'effet contention. Donc voilà, si vous pouvez en acheter 2, le problème c'est que ça fait un budget encore une fois. Donc voilà pour les coûts, c'est très transparent, j'en parle toujours et j'en parlerai toujours. Encore une fois, je pense que c'est important d'en parler. La troisième question revient beaucoup sur la whey, que je prends. Donc la whey, c'est la poudre protéinée, que souvent on a l'impression que c'est que les ultra sportifs qui en prennent et que ça leur donne des muscles de ouf. Et en fait, la principale inquiétude que vous avez, c'est de me demander si ça fait grossir. Pendant un temps, c'était est-ce que ça fait maigrir, et là c'est beaucoup est-ce que ça fait grossir, puisque je le vois alors beaucoup. Alors il faut savoir qu'en chrononutrition pure, le docteur de labo ne conseille pas, ne veut pas entendre parler de cette whey, donc qui apporte des protéines, puisque pour lui le mieux c'est de l'alimentation naturelle, et ça je suis entièrement d'accord. Sauf que là dans les faits, moi si je ne me base qu'à ce que je mange, même en mangeant chrono, qui est quand même une alimentation dite hyper protéinée par rapport aux recommandations, parce qu'elle n'est pas si hyper que ça, mais
par rapport à ce qu'aujourd'hui on dit de faire, aller voilà, dans des quotas plus, mais c'est pas suffisant en tout cas. Donc lui, il veut pas en entendre parler. Et en effet, moi, j'ai la contrainte du bypass où clairement, bah, je peux pas me manger 3 steaks hachés, quoi. J'ai déjà du mal à en finir un, donc vous doutez bien qu'à un moment donné, je suis en carence, enfin en manque, si je n'ai pas cet apport de protéines. Et en plus, il faut savoir que même s'il y a des jours où je peux en consommer plus et d'autres moins, bah, la protéine, on la stocke pas. Malheureusement, on ne peut pas faire ses réserves de prot. On ne stocke pas la protéine, ça part. Donc tous les jours, il faut avoir son quota. Donc forcément, avec validation de mon équipe médicale, hein, toujours, je ne fais pas n'importe quoi, même si moi je vais chercher moi-même les infos, même si je lis plein de choses, même si j'analyse plein de choses. Je fais pas n'importe quoi, les professionnels ce sont bien eux, les experts ce sont eux, et la santé c'est aujourd'hui mon objectif, donc à un moment donné je vais pas m'amuser à faire n'importe quoi, jamais. Donc cette whey, elle m'a été donc validée par l'équipe qui me suit, à la seule condition que cette whey doit être de la supplémentation et non un substitut de repas, parce qu'encore une fois là aujourd'hui on voit à la mode des shakers. On vous dit de faire même des cures de jus, enfin de cures de shaker pour remplacer des repas. C'est pas du tout ça que moi je fais, c'est-à-dire que je viens compléter, supplémenter mon alimentation. Et donc, non, la whey ne fait pas grossir. En tout cas, si vous grossissez après avoir pris de la whey, je pense qu'il y a d'autres choses ou d'autres choses que vous venez coller avec ou en même temps qui font qu'à un moment donné, bah là, vous êtes dans une alimentation beaucoup trop riche. La whey, donc là depuis peu j'ai testé de la nature et elle, en fait c'est comme si vous mangez de base la crêpe et que vous mettiez en plus de l'apport, ça n'apporte pas de calories, ça n'apporte que de la protéine en fait, donc il n'y a pas moyen de grossir en fait avec ça. Et bien au contraire, le fait du coup d'avoir un apport protéique important, du coup va aussi augmenter donc votre satiété. Pour les gens par exemple qui mangent beaucoup, forcément vous aurez certainement moins faim. Donc moi je ne ressens toujours pas la faim à 2 ans post-op. Mais voilà, la satiété ça joue également sur ça et ça joue aussi sur le fait que vu que votre corps n'est pas en train de puiser dans vos réserves, et bien du coup il est en fait dans un bon climat, vous lui donnez tout ce que vous voulez et que forcément il peut bien travailler et faire ce que vous voulez, c'est-à-dire quand vous voulez perdre du poids, il a toutes les conditions, donc à un moment donné au lieu de se mettre en défense, je ne fais plus rien parce que je ne suis pas bien, et il va bien se gérer, et donc si il y a une perte de poids, ça va, donc ça ne fait ni grossir ni maigrir non plus. Parce que vous aurez beau boire tous les shakers du monde de protéines ou même manger des crêpes hyper protéinées, mais si vous en mangez pas au bon moment, si vous en mangez 15, si vous les tartinez toutes de Nutella, vous ne pourrez pas me dire que c'est la protéine qui vous a fait grossir, c'est comment vous l'avez utilisé et ce que vous en avez fait. Donc non, après, il faut aussi faire très attention à la qualité de sa protéine. Aujourd'hui, on en voit plein sur le marché parce que ça fait beaucoup vendre. Les vendeurs de compléments alimentaires, c'est vraiment un gros business, hein, faut pas se mentir, et ça fait bien des années que c'est ce qui rapporte de l'argent. C'est de prendre une protéine de qualité. Donc moi, celle que je prends, il n'y a pas non plus 40 000 saveurs, hein, donc moi je prends celle de chez Fit4Me, donc il n'y a que vanille, nature et fraise. Elle est de bonne qualité, c'est de l'isola. Au niveau des glucides, faites aussi attention parce que c'est un peu le système des yaourts là qu'on voit hyper protéinés, donc c'est très marketing. Vous dites putain c'est cool, je mange de la prot, mais vous bouffez du sucre en même temps. Donc clairement, je suis pas sûre que ça soit très efficace. Quand on veut manger des choses protéinées, on prend des choses qui sont protéinées et non qui ont des autres petits trucs sympas avec, parce que c'est pas très sympa, même si ça peut rester très bon. Et puis avec des goûts fun. Forcément, qu'à un moment donné, vous avez des trucs, des saveurs de dingue. Quand c'est un goût de dingue, c'est parce qu'il y a du sucre. Et qu'en fait, de base, vous qui avez peut-être cette volonté de faire du bien à votre corps, finalement, vous êtes en train aussi de vous gaver de sucre en même temps. Et qu'il fait aussi que peut-être vous avez beaucoup à en boire parce que vous aimez le sucre et c'est normal. Donc voilà, pour la whey, moi je la prends donc
depuis dernièrement, j'essaie en fait de faire des choses culinaires avec. Donc vous voyez que ça ne change rien. Quand je fais un feuilleté le matin et que je rajoute 3 scopes de poudre dedans, bah, ça n'a rien changé hein, sur mes calories. Mon feuilleté, je l'ai mangé. Quand je mange ma crêpe, ok. Et quand en collation, je prends mon shaker avec de l'eau, une cuillère de crème fraîche. Voilà. Trouvez-moi quelqu'un qui grossit en mangeant une cuillère non bombée de crème fraîche. Voilà. Par contre, bah, si à un moment donné, parce que vous aimez ça, vous mettez à mettre de la whey à la fraise, vous faites des milkshakes avec de la glace et compagnie, ce qui peut être méga sympa. Hein. Mais le problème, c'est que si vous supplémentez, par exemple, 2 fois par jour, 3 fois, bah forcément, il faut se rendre compte que vous avez peut-être mangé déjà la moitié de la barquette de votre glace et qu'à un moment donné, la glace, on ne peut pas en manger la moitié tous les jours. Hein. Enfin, on va pas se mentir là-dessus. Donc non, la whey ne me fait pas grossir parce que je fais attention à la qualité de celle-ci et que moi, j'ai pas vu d'effet là-dessus. Bien au contraire, moi, mon corps, je pense qu'il vit sa vie tranquillou bilou parce que je lui apporte tout ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et on a adapté aussi la chrono à ça en essayant de respecter au maximum mon horloge interne. Alors les collations viennent un petit peu détraquer ça, certes, mais ça ne semble pas avoir d'effet, en tout cas sur moi. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas sur vous, mais en tout cas sur moi. Karine, bypassée, qui fait de la chrono, certes, qui fout de la whey, mais de la whey d'une certaine qualité, qui est faite par un laboratoire spécialisé en chirurgie bariatrique, qui est Fit for Me. Il ne se passe rien ça n'a aucun impact, en tout cas sur une prise de poids quelconque, bien au contraire. Ensuite, une autre question, pourquoi une sleeve, pourquoi un bypass et non sleeve, pardon. Alors c'est la question un petit peu qui secoue un petit peu la chirurgie bariatrique quand j'en parle. Ça ne reste que... en fait, moi, je ne veux pas vous donner les informations générales, celles qu'on trouve sur Google, celles que machin, parce que je trouve que vous savez les trouver comme moi j'ai pu les trouver. Et moi, je pense que quand on me pose la question, c'est qu'on va avoir mon avis à moi, Karine, qui n'est qu'une patiente comme vous, en fait. Ou comme, enfin voilà, c'est peut-être pour votre fille que vous intéressez, c'est peut-être pour votre conjoint ou pour vous-même. Enfin voilà, il faut vraiment prendre ça. Ma réponse est vraiment comment j'ai fait le choix moi. Qu'est-ce qui a fait mon choix? Et un choix, c'est vraiment selon ses propres croyances. Enfin, comment moi ça s'est passé. Donc, en effet, moi j'ai le choix de la technique puisque je n'ai pas de reflux gastrique. Il faut savoir que si on a du reflux gastrique, la sleeve, vous pouvez oublier. Donc, quand j'ai fait les examens, il n'y avait pas de reflux gastrique. Et en plus, moi, je ne grignotais pas. Donc, j'avais plutôt, limite, un profil sleeve plutôt que bypass. Sauf qu'à un moment donné, c'est questionné que moi, je partais d'un poids très haut et que statistiquement, on voit que les personnes, que le bypass fait perdre plus de poids qu'une sleeve, puisque elle a 2 actions contrairement à la sleeve. La sleeve a une action de restriction uniquement, tandis que le bypass restreint et en plus joue sur la malabsorption, puisqu'on a dérivé mon estomac et également mon intestin, la première partie. Donc concrètement, je ne mange pas beaucoup et ce que je mange, je l'absorbe très mal. C'est d'ailleurs pour ça que je me supplémente en protéines. C'est d'ailleurs pour ça que je dois prendre des vitamines toute ma vie. Donc il y avait déjà cet élément-là. Donc moi j'avais un poids beaucoup plus élevé. Donc on s'est dit, une sleeve peut-être que ça ne sera pas suffisant. Et moi je ne souhaitais pas repasser 40 000 fois sur le billard. Et donc je m'étais dit au début que c'était un argument pour me tourner plutôt sur le bypass. Donc on avait l'argument du poids et de la perte de poids. Alors, les gens vont me dire, moi j'ai une sleeve, j'ai perdu plus que ma copine qui a eu un bypass. Ça, je suis ok aussi, mais statistiquement, c'est pas la vérité en fait. Donc, mais peut-être qu'avec une sleeve, j'aurais perdu tout autant. J'en sais rien, vous voyez. Mais pour le coup, là, je me suis basée sur des chiffres. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous baser que sur ça, et les gens qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les chiffres. Donc, il y a ça. Il y a le fait que je ne voulais pas repasser 15 000 fois sur le billard. Parce que souvent, je suis désolée de dire ça, mais les sleeves se transforment en bypass, soit parce que les personnes sleevées se mettent à faire du reflux
Et donc, on est obligé de transformer la sleeve en bypass pour leur éviter un cancer de l'œsophage. Et on a également des personnes où ils sont un peu déçus du résultat de la sleeve et que on remet une malabsorption dessus pour qu'elles atteignent en tout cas un poids santé. Il y avait aussi également sur les complications, encore une fois, ça c'est les études et je vous invite vraiment à prendre connaissance de tout ça parce que les profils sur Instagram, dont le mien, ça ne fait pas une vérité absolue sur ce qui se passe et de lire, en tout cas, de lire les choses, des études. Aujourd'hui, on a les sites internet des facs de médecine et de pharma qui sont ouverts, donc vous pouvez lire les thèses alors il faut aimer lire, alors même si des fois on ne comprend pas tout à un moment donné, je pense que lire un graphique ou en tout cas lire les conclusions, même si on ne comprend pas tous les termes médicaux, et quand bien même que si vous ne comprenez pas un terme, Google est votre ami et vous trouverez certainement une définition qui vous permettra de comprendre de quoi on parle. Moi je veux dire, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait fac de médecine, donc, et j'arrive à comprendre, à lire les choses. C'est de voir les complications qui se passent avec une sleeve et un bypass. Avec une sleeve, les complications sont moins graves. Moi-même, un taux de mortalité qui est moindre que le bypass. Donc c'est moins grave. Par contre, il y a une fréquence, une survenue qui est beaucoup plus forte que le bypass. Le bypass, on a des complications très peu présentes. Par contre, quand elles sont là, elles sont très compliquées. Enfin, elles sont des complications très compliquées. Elles sont catastrophiques. Donc c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le bypass c'est un petit peu la roulette russe finalement. Par chance, je pense que voilà, je suis dans les chanceuses avec un bypass, même si moi je laisse pas trop de côté chance. Alors sur gestes techniques certes, mais après sur ce que moi je fais avec mon bypass, ça vient bien de moi, ce que j'en fais, quelle alimentation, encore une fois, je fais toutes les actions que je fais pour que cet outil fonctionne. Donc c'était un petit peu, est-ce que je prends le risque de la roulette russe, c'est-à-dire est-ce que voilà, on met un flingue en face de moi et clac, je demande à activer si ça passe ou ça casse, ou alors je prends le risque que les complications soient moins difficiles. Les complications, ça va être par exemple les remontées acides, ça va être l'inconfort. Ça va être aussi le risque qu'il y ait du reflux qui arrive et qui crée, ça va être les cancers de l'œsophage qui peuvent apparaître, tout ça. Donc c'est moins grave par exemple qu'un bypass qui se met à fuir, parce que la technique du bypass, c'est quand même très compliqué. En post-opératoire, les 40 premières heures, le médecin fait très attention à ce qui se passe, parce que clairement, moi on m'a mis 360 agrafes dans le bide. Vous vous doutez bien que s'il y en a une qui est mal placée, ça risque d'être compliqué. Parce que ça va fuir de partout et vous imaginez, quand vous avez des sucs gastriques qui fuient, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire à l'intérieur. Clairement, c'est la catastrophe. Donc je me suis dit, ouais, ok, alors est-ce que si c'est moins grave, mais c'est tout le temps, ou tout le temps, je vais être dans l'inconfort, tout le temps, enfin, avoir des reflux, vomir, en fait, est-ce que c'est vraiment une vie pour moi? Est-ce que c'est la vie que je veux? Alors, c'était un peu, est-ce que c'est une vie un petit peu... Et après, il y a des personnes qui sont sleevées qui n'ont rien du tout de ça. On est d'accord, il y a toujours un taux de complications. Et heureusement qu'il y a des gens qui n'ont rien de tout ça, que ce soit dans le bypass ou la sleeve. Mais quand vous êtes la personne, même si c'est un cas sur 100 000, si vous êtes la personne, en fait, moi, je m'en fous qu'il y ait 100 000 personnes. Enfin, les autres vont bien, moi j'ai le truc, donc voilà. Donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, écoute cocotte, et ça c'est aussi un peu ma mentalité, encore une fois c'est une question de personnalité, moi je suis on-off, blanc-noir, le gris ça n'existe pas, je me suis dit écoute, ça passe ou ça casse. Donc j'ai pris le risque fort, mais peu la survenue moindre, plutôt que d'avoir un quotidien qui pourrait, encore une fois, il faut bien entendre ce que je dis, qui pourrait être comme ça. Non, moi je voulais pas prendre ce risque d'être... Alors j'ai risqué de crever plutôt que d'avoir une vie dans un inconfort. On peut débattre là-dessus sur ce choix, mais c'est mon choix et par chance, ça passe. Mais je sais que pour certaines, c'est pas du tout le cas. Donc
c'est une décision. Et comme toute décision, elle est bonne parce que c'est la mienne. Mais je peux comprendre que le bypass vous fasse flipper. Et puis après, il y a aussi cette notion de prise de supplémentation toute votre vie, de ne plus pouvoir prendre de pilules, de ne plus pouvoir prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Enfin voilà, il y a quand même des contraintes qu'on accepte ou pas. Moi, de me supplémenter, ça ne change rien puisque je me supplémente depuis très longtemps. Je fais des cures et pour moi, c'est normal de le faire parce qu'encore une fois, c'est une conviction, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'alimentation ne nous permet plus de nous apporter le nécessaire, qu'on soit opéré ou non. Donc moi, de prendre mon cacheton tous les jours, en fait, ça ne me change pas grand-chose. En fait, c'est un geste habituel. Donc voilà pour la question. Et donc la dernière question, on m'a demandé si je pensais pas ne pas pouvoir faire sans aujourd'hui à 2 ans post-op. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai pas forcément de réponse oui ou non. Je n'en sais rien parce que je peux pas tester les 2 versions. Est-ce que je me fais pas opérer et où j'en serai aujourd'hui? Je n'en sais rien. Ce que je sais en tout cas, c'est que je suis armée en tout cas pour la suite, puisque moi ma lune de miel elle est finie, la lune de miel, voilà. C'est la première période où on est un peu dans l'euphorie parce que la perte de poids est massive et rapide, parce qu'on dégomme les kilos, ils s'en vont. Moi, j'avais perdu 10 kilos la première semaine d'hospitalisation, 20 kilos le premier mois, et je descendais les dizaines par dizaines par dizaines. Donc forcément, ça c'est quelque chose que je n'aurais pas pu obtenir aussi rapidement. Alors peut-être que j'en serai au même point ou peut-être encore moins, enfin plus, je veux dire, j'en sais rien, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, je n'aurais pas perdu aussi vite. J'aurais peut-être pas eu cette patience. Enfin, j'aurais mis combien de temps pour perdre? Si on voit un petit peu, par exemple, avant, en 2000, que je ne dise pas de bêtises, en 2012, j'avais perdu 37 kilos en 11 mois, ce qui est déjà ouf, concrètement. Sauf que là, en 1 an, j'en avais perdu 78. Donc voilà. Donc certes, je pense que j'aurais pas pu perdre aussi rapidement. Après, j'ai ce doute où je peux pas vous répondre parce que je pense que déjà, moi, le bypass, pour moi, c'est un outil qui fonctionne les 6 premiers mois, les 8 premiers mois. Le temps en fait de retrouver l'alimentation normale, de retrouver une vie normale, le temps d'avoir tout retesté les aliments, parce qu'au début, voilà, il y a toutes ces étapes d'alimentation liquide, voilà, les bouillons liquides, moelleux, des petits morceaux, puis les morceaux, donc déjà ça prend du temps, puis après il y a des choses qu'on n'ose pas, puis après on est vraiment d'un côté où je fais très attention à tout, enfin je suis hyper clean sur mon alimentation, et puis après à un moment donné, si on n'a pas fait de travail, au bout de 6-8 mois, toutes ces habitudes elles reviennent, vous remettez à refaire des restos que vous n'osez pas trop faire au début, ou vous retentez un petit McDo parce que bon voilà, il y a un petit peu de lâcher, donc forcément, enfin voilà, on va pas se mentir, sauf que je pense que aujourd'hui, il se serait sans bypass, forcément, je pense que j'aurais véritablement avancé dans ma perte de poids, puisqu'il y a une avancée, il y a un cheminement interne qui s'est fait pendant le parcours préopératoire, qui aujourd'hui me sert tous les jours, mais depuis le début, mais encore plus maintenant à 2 ans post-op. Cette façon de voir tout ce qu'on a déconstruit, tout ce qu'on a construit, tout ce que moi j'appelle, avant d'avoir une chirurgie gastrique, j'ai l'impression j'ai eu une chirurgie de l'âme. Tout ce travail sur pourquoi, donc pourquoi en 2 mots, pourquoi je mangeais, tous ces automatismes, cette réponse automatique qui était la nourriture, que l'on a mis en solution, mais finalement en dernière solution. On m'a donné d'autres solutions à mon alimentation de consolation. On a on a posé un diagnostic sur mon état psychiatrique, sur les traumatismes, qu'est-ce qui faisait que je mangeais.
qu'est-ce qui m'empêchait de perdre du poids, qu'est-ce qui m'empêchait, qu'est-ce qui m'empêchait, enfin, pourquoi je mangeais toujours la boîte entière en finissant alors que je suis phénique et que jamais j'ai dû me priver pour mes frères, sœurs, ou partager par exemple. Toutes ces questions auxquelles on a répondu, puisque techniquement, aujourd'hui, le bypass est une aide dans le sens où, lors de la prise alimentaire, ça me bloque, c'est-à-dire que je ne pourrais plus jamais manger la boîte de cookies entière d'un coup, je ne pourrais plus jamais manger une pizza entière. Par contre, quand je mange 2 cookies, j'ai l'impression d'avoir mangé la boîte. Sauf que tous les 30, 40 minutes, même toutes les heures, je pourrais en manger 2 et finalement la boîte d'avant, je l'aurais mangée en fait. Donc il y a vraiment cette aide technique, mais en dehors de ça, le bypass ne me sert qu'à ça. Ce que je veux dire, c'est que le bypass ne me sert qu'à ça de façon technique. En dehors de ça, tout le reste, c'est bien moi, mon comportement, c'est bien mon rapport à l'alimentation, c'est bien toutes ces façons de faire que j'ai changé. Donc oui, j'aurais certainement eu une perte de poids, ça j'en suis convaincue. C'est pas que j'ai un excès de confiance en moi et que je me prends pour je ne sais pas quoi, mais je le sais profondément à l'intérieur de moi qu'il y a des choses qui ont évolué, je n'ai pas changé. En fait, c'est comme si on avait tout remis au bon endroit, dans la bonne case, et ça, c'est pas le coup de scalpel en fait qui a fait ça, c'est bien l'accompagnement que j'ai eu en phase préopératoire. C'est bien l'accompagnement que j'ai encore aujourd'hui, parce que tout cela, je ne l'ai pas fait toute seule, je ne suis pas toute seule. Donc, j'ai une perte de poids avec aide, avec toute cette introspection finalement, avec aide s'il le faut. Oui, il se serait passé quelque chose. Non, je n'aurais certainement pas perdu autant. Peut-être autant, mais pas aussi rapidement. Peut-être que là, j'en serais qu'à 60 kilos de perdu, alors que là, je suis à 97. Ou peut-être pas, j'en sais strictement rien. Et limite, j'ai pas envie de le savoir, mais je pense qu'il se serait passé forcément, ça aurait joué sur ma perte de poids, puisque je n'ai plus recours à l'alimentation de la même façon. Et c'était bien ça mon problème à moi. Et ça l'est d'ailleurs toujours, sauf que ce n'est plus un problème dans le sens où j'ai la main dessus, dans le sens où je sais analyser ce qui se passe à l'intérieur de moi, je sais d'où ça vient, je sais comment faire pour ne pas me jeter sur un paquet de nourriture quand l'émotion est trop forte. Parce que c'est plus le mode automatique, il est cassé en fait. Aujourd'hui, j'ai le choix dans les solutions que je peux apporter, qui sont à ma disposition. Et donc voilà. Après, je ne regrette pas du tout d'avoir recours à la chirurgie bariatrique. Ce n'est pas pour autant que je prône la chirurgie bariatrique. Jamais de la vie. Non, non, non. C'est lourd de conséquences. Ça peut être lourd de conséquences en plus en termes de complications. C'est pas rien. Ça ne règle rien, honnêtement. Le coup de scalpel ne vous envoie pas dans un monde de bisounours. Moi, ma vie d'avant, dans le sens, les galères qui vous arrivent, les engueulades avec le voisin sont toujours là, les discordes que vous pouvez avoir avec votre chef, elles sont toujours là, les problèmes avec votre famille, elles sont toujours là, enfin, tout est toujours là finalement. Et si à un moment donné, toutes ces choses vous jetez sur la bouffe, elles continueront de vous jeter sur la bouffe si vous n'avez pas cassé le processus finalement. Donc non, je ne regrette pas du tout. Je ne prône pas du tout pour autant. Si on peut faire sans, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Évidemment, ces opérations, elles viennent mutiler des organes, on va pas se mentir. Elles créent aussi une perte de poids tellement rapide et massive qu'à un moment donné, on peut s'y perdre aussi. Elle crée aussi, moi aujourd'hui, d'autres, des complexes qui n'étaient pas là. Moi aujourd'hui, je suis dans une phase de réparation qui n'est pas non plus simple. De voir son corps se vider, alors au début on est contente parce que on perd du poids, mais après quand on se regarde dans le miroir, on a un corps que l'on ne connaît pas.
un corps qu'on ne reconnaît pas, un corps qui se vide, un corps qui finalement devient plus moche qu'avant, moi c'est mon cas. Et puis il y a cette étape de la chirurgie réparatrice, si on a l'envie et le besoin, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Enfin voilà, c'est vraiment... c'est pour ça que je vous partage moi mon parcours, mais franchement, aujourd'hui il vaut peut-être mieux consulter un psychologue, une psychiatre, qui ait l'habitude de voir les personnes qui sont obèses ou même qui ont envie d'une perte de poids plutôt que d'aller voir un chirurgien. Parce que je pense même que ce serait même aujourd'hui, les parcours de chirurgie bariatrique sont coordonnés par le chirurgien, alors que franchement, je pense que ça serait beaucoup plus judicieux si c'était le psychiatre, la psychologue ou même la nutritionniste qui soit formée à l'obésité, sur un sujet qui est très complexe, l'obésité, c'est pas qu'une assiette, hein, c'est plein de choses. C'est des fois tout plein de choses avant d'être une assiette d'ailleurs. Ça serait beaucoup mieux. Donc voilà pour un petit peu mes nouvelles, mon état d'esprit par ces questions, et c'est pour ça que je trouvais ça important de vous parler de tout ça, de la chrono, des coûts de l'opération, de la Whey Fit for Me, de pourquoi je la prends, pourquoi je consomme du fromage et du chocolat à tel moment, est-ce que j'aurais pu faire sans, pourquoi le bypass et pas une sleeve. Encore une fois, cette vidéo, c'est que moi, c'est un retour qui vaut une expérience patient et rien de plus, mais qui est important aussi, parce que la vraie vie du bypass, c'est bien moi qui la vis. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura les mêmes résultats, parce qu'on a chacun notre histoire, notre personnalité, et c'est ce qui fait la richesse de ce monde. Mais voilà, donc je pense que tous les mois, je vais essayer de vous faire des petites questions un petit peu comme ça, parce que j'en ai plein qui reviennent sans arrêt. Je trouvais ce format sympa. Également pour vous donner, peut-être vous éveiller sur des petits points et vous faire cheminer vous aussi, parce que vraiment, ce que moi je ressens dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je le souhaite à tout le monde, vraiment, d'y arriver, parce que tout ça, finalement, après le recul, on se dit que j'avais tout, enfin, ces ressources, je les avais, sauf que je les utilisais mal, en fait. Donc des fois, j'ai l'impression que son voisin réussit toujours mieux que soi. C'est peut-être qu'il a les mêmes choses, sauf qu'il les utilise d'une façon qui fait que ça fonctionne pour lui, et que vous les avez, mais qu'il y a de la distorsion et qu'il y a des choses qui bloquent, alors que le même potentiel, vous l'avez. Et c'est aussi pour vous montrer que oui, on peut réussir, que l'obésité n'est pas une fatalité, que l'obésité, quand elle devient pathologique, et c'est bien ça, quand elle devient pathologique, entendez bien, à un moment donné, il faut la soigner comme une maladie et s'intéresser à la cause de cette maladie. Mais ça, je sais que dans le monde aujourd'hui, on opère à tout va et que ça passe à côté. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, moi concrètement, j'ai regardé un petit peu les échecs. Alors c'est se nourrir du malheur des autres, mais de se dire pourquoi il y a des échecs. Donc ça, on a les chiffres, ça on les trouve, mais après dans la vraie vie des patients, qu'est-ce qui a conduit à ces échecs? Et quelque part les lister et se dire comment moi je peux agir sur les raisons, parce que je ne suis pas meilleure qu'une autre. Par contre, il y a peut-être des choses où moi je vais pouvoir faire des choses pour mettre un peu les pare-feux. Et ce côté psychologie, psychothérapie, changement de façon de faire, de façon de voir, cet autre regard, cet autre mode de fonctionnement, tout en étant moi en fait. C'est-à-dire que j'ai accepté le pire, le meilleur de ma personne, et je vous jure que déjà d'accepter qui on est, c'est déjà un pas. Après, aimer qui on est, ça c'est un autre pas, mais déjà de se voir tel qu'on est et d'accepter qu'on est quelque chose, et qu'il faut aussi arrêter de vouloir mettre de côté ou brider
Cette partie peut être un peu noire, parce que vos défauts, enfin, des fois on vous donne un défaut et vous trouvez que c'est votre qualité et que c'est pas un défaut, et ben acceptez-le, que vous, à un moment donné, ce qui semble être trop pour l'un ne l'est pas pour vous. Voilà, de ne pas se brider, alors évidemment dans le respect des mœurs de la société et quand bien même, d'apprendre à se connaître avant tout, parce que l'alimentation c'est bien une phase de soi, de l'intimité, et que la relation alimentation c'est bien ça. Donc c'est vraiment, s'il y a un message, c'est peut-être de vous dire, avant de me faire opérer, il faut peut-être que je me questionne là-dessus. Ou alors pendant mon parcours, là, il faut peut-être que, même si ça n'a pas été fait, hein, et rien n'est foutu, de vous faire accompagner. Il n'y a aucune honte à ça. Pour moi, le suivi médical, c'est un filet de sécurité. Même s'ils m'ont rendu très autonome, on ne peut pas faire sans l'obésité quand elle devient maladie. Elle est traitée comme une maladie chronique. Donc encore une fois, vous pouvez vous intéresser sur ce qu'est une maladie chronique. Aujourd'hui, sur un suivi au diabétique. Peut-être qu'il faudra avoir le même par rapport aux patients obèses. Mais ce n'est pas les médecins qui vont venir vous chercher. C'est aussi à vous de vous impliquer dans votre parcours, parce que c'est de votre santé dont il s'agit. Les médecins, clairement, ils ne vont pas venir à votre porte si vous ne venez pas au rendez-vous. Votre diététicienne ne va pas se mettre devant votre frigo si vous avez envie de dégommer les magnums qu'il y a dans votre congélateur. Mais pour autant, c'est bien vous qui devez être en capacité de faire ces choix, et également de vous libérer de tout combat. Moi, au bout de 2 ans et demi post-op, je ne me bats plus. Je ne me bats plus contre moi-même, je ne me bats plus contre la nourriture. Et c'est, je pense, ça qui fait que j'ai ce parcours. Mais ça, certainement par les vidéos, par Instagram, ou même par rapport au podcast que je suis en train de faire, je vais vous raconter comment moi, mon parcours et l'émotion qu'il y a derrière et quels outils. Ça pourra peut-être vous être utile ou pas du tout, parce qu'il y a des outils qui fonctionnent pour l'un et pas pour l'autre. Mais voilà, je me dis que j'ai envie que mon parcours prenne une autre tournure. J'ai pas envie de vous donner les conseils classiques qu'on trouve sur Google, ou qui n'ont pas été testés en fait quelque part. Vous voyez, il y a des gens qui testent des produits. Moi, j'ai décidé de tester des façons de voir, de voir les choses, des façons de raisonner, des façons en y mettant moi, ma touche Karine, parce que je pense que ça peut être intéressant, cette autre approche. En tout cas, c'est mon envie. C'est mon envie et je suis toujours mes envies. Et donc voilà pour un petit peu ce qui va se passer donc ici, sur Instagram toujours, sur la page Facebook, mais qui est reliée à Instagram, donc à chaque fois c'est les deux choses. Sur les podcasts, sur Spotify, sur plein de choses, parce que j'ai envie, voilà. Tout à l'heure je vous disais la part sombre un petit peu, ou ce qu'on a envie de faire et qu'on se bride un petit peu, c'est qu'aujourd'hui vraiment, c'est d'ailleurs le premier titre que j'ai donné à ma présentation podcast, c'est de donner de la voix, donc en posant ma voix sur mes émotions, également une voix VOIE, autre que le conseil fais comme ci, fais comme ça et tu réussiras. Non, c'est moi j'ai fait comme ça, et voilà ce qui a fonctionné sur moi ou pas, et qui pourrait peut-être fonctionner sur toi. Ce sont des conseils, on va dire, de patiente. Et voilà pour les nouvelles en tout cas. C'est pas facile toujours de faire des vidéos, mais c'est aussi un petit peu un challenge, sortir un peu de cette zone de confort. En tout cas, ça doit faire plus d'1 heure. J'espère que vous n'êtes pas endormis devant, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous fait plaisir d'avoir des petites nouvelles. Et puis oui, ça fait partie aujourd'hui de pas mes journées, pas tous les jours, mais de mon planning mensuel, de me caser ces temps-là, parce que ça fait partie aujourd'hui d'une envie que j'ai. Et donc ça va faire partie de mon emploi du temps. Donc voilà pour les nouvelles. En tout cas, j'espère que vous, peu importe le thème sur le sujet, il y a eu aussi des évolutions.
Et même s'il n'y en a pas eu, que vous sentiez bien, parce que des fois on se sent bien et on n'a pas besoin d'aller dans le dépassement de soi, on n'a pas besoin de sortir de sa zone de confort. Peu importe, c'est que vous vous sentiez aligné, que vous soyez en tout cas, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on remet les trucs un peu dans l'ordre, on le met au bon endroit. Si depuis que je ne suis pas venue ici, il y a eu des trucs, n'hésitez pas à me les raconter, parce que moi, ça me fait... Moi, je raconte tout le temps ma vie, mais j'aime aussi avoir des retours sur vous, parce que vu que je suis une grande émotive, moi, vos réussites, vos victoires, elles me font aussi du bien, que même si je n'y suis pour rien, mais n'hésitez pas en tout cas à me les raconter. Et puis on se dit du coup à très bientôt. Allez, je vous fais des bisous.